Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. On regarde les titres de ce 27 mai. Les vignerons ont le moral et la sécheresse a du bon pour les vignes. Ils commenceront leur récolte un petit peu plus tôt cette année, une récolte qui pourrait rendre de très bons millésimes. Nous vous en parlions hier, des armes ont été retrouvées à la maison d'arrêt de Tours. Nous reviendrons sur cette information en présence de Steve James. Steve James, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant du personnel avec qui nous aurons l'occasion aussi de parler des différentes problématiques liées à l'univers carcéral. Et puis un centre d'art contemporain qui portera le nom d'Olivier Debré, un artiste qui a marqué la vie culturelle tourangelle, un centre qui représente un sérieux investissement. Et puis en fin de journal, les chorales de Continent chantent à Tours à l'occasion de la 40e édition du Florilège vocal. Nous avons assisté à la répétition de la chorale Nella Naveva à Chambray-les-Tours. La sécheresse fait le bonheur des vignerons. Si les céréaliers attendent désespérément la pluie, les vignerons récolteront plutôt les fruits de leur travail cette année. 3 semaines d'avance sur les travaux de la vigne, une méthode de travail entièrement réorganisée. Les fortes chaleurs pourraient donner corps à de très bons millésimes cette année. Maxime Kemener. Ça fait plusieurs semaines que la sécheresse a commencé. Partout dans le département, l'eau manque, les restrictions se multiplient et les agriculteurs sont en première ligne. Mais contrairement aux céréaliers, les vignerons gardent le sourire, les pieds de vigne résistent bien au manque d'eau et ils ont même pris plusieurs semaines d'avance, obligeant les exploitants à modifier leur rythme de travail. Il faut être beaucoup plus présent dans le vignoble à cette période, alors que d'habitude les travaux de la vigne sont beaucoup plus étalés. On a 3 semaines d'avance et puis ça implique aussi à anticiper la date de récolte, à mobiliser les équipes au mois d'août pour préparer les vendanges. Le moral des vignerons est au beau fixe. La sécheresse a empêché la diffusion des maladies et beaucoup n'ont pas encore eu à traiter leur production. La récolte de cet été, si on s'en fie à la quantité de fleurs déjà écloses, devrait être très bonne. Et pour ce qui concerne les saveurs de ce millésime 2011, l'optimisme est aussi de rigueur. Nous, ce qu'on veut, c'est la maturité, donc on veut du soleil, pour pouvoir gorger de soleil les raisins, pour qu'ils soient souples, gourmands et pleins. Voilà. Et à la fois, on a besoin des nuits fraîches, pour avoir de la qualité aromatique. Et c'est les deux combinés qui vont nous faire un joli vin équilibré. Si on n'a pas trop de canicule, si on a des nuits fraîches, si on a un tout petit peu d'eau, ça va nous donner un millésime exceptionnel. Août et juillet seront déterminants pour la maturation du raisin. Été que Météo France annonce chaud et sec, de quoi renforcer encore la confiance des viticulteurs. Les 4 de Tours font appel de la décision du juge rendue hier. Je vous rappelle que les 3 des 4 prévenus ont été reconnus coupables du chef d'accusation de diffamation, condamnés avec sursis à 500 € d'amende et 300 € de dommages et intérêts. Seule Chantal Beauchamp, militante de RSF 37, a été entièrement relaxée. Nous vous en parlions hier dans l'édition d'hier soir. Des armes ont été retrouvées mercredi matin dans la cour de la maison d'arrêt de Tours. Il pourrait s'agir de l'organisation d'une violente évasion. Pour en parler ce soir, je reçois Steve James, représentant des personnels de la maison d'arrêt de Tours. Steve James, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors, pour réexpliquer la situation, vous avez retrouvé un pistolet chargé, une quarantaine de munitions, 2 grenades. Hier matin, vous avez lancé d'ailleurs une enquête à ce sujet. Vous expliquez que c'est quelque chose de très grave. Bien sûr, c'est très grave parce que nous avons eu la chance que les surveillants aient le bonheur de le trouver bien avant les détenus. Savoir que lorsqu'on projette des armes effectivement dans un établissement pénitentiaire, c'est pour en faire usage. Et le scénario était prévu, je pense, d'une évasion avec violence et donc l'exposition des personnels pénitentiaires à de graves circonstances, effectivement. Vous enquêtez d'ailleurs auprès de quelques prévenus qui ont le profil, hein. Pour l'instant, une enquête judiciaire est en cours afin de déterminer la provenance de ces armes et les destinataires. Et donc, à partir de là, lorsque cette enquête aura été menée à son terme, notre hiérarchie en prendra les dispositions afin de pallier à ce problème, effectivement. Alors, la maison d'arrêt de Tours, c'est 235 détenus pour 108 places. Chaque détenu coûte environ 80 €, je crois, par jour à la maison d'arrêt. Le 5 mai dernier, il y a une nouvelle carte des établissements pénitentiaires. Est-ce que vous pensez que cela va dans votre sens ou finalement vous trouvez que ça ne sert pas vraiment à grand-chose ?
La nouvelle carte pénitentiaire est très bien, sauf que le problème, c'est qu'elle concentre beaucoup de détenus dans des grands établissements complètement déshumanisés. Et là, on ne fait plus de gestion au cas par cas, mais on fait des gestions de flux de détenus. Et c'est vraiment déshumanisant, d'autant plus que les familles qui sont souvent dans la précarité se retrouvent à faire plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres afin de pouvoir voir leur famille. Et ça, du point de vue des maintiens des liens familiaux, c'est quasiment impossible pour beaucoup. Alors le personnel d'insertion est en crise aujourd'hui. Vous dites qu'il n'y a pas assez de moyens humains. Tout à fait, et ça dans tous les domaines, que ce soit chez nos collègues les conseillers d'insertion de probation et chez nous les surveillants, il y a un manque de personnel criant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un surveillant à son étage se retrouve avec 80 détenus et un CIP peut se retrouver avec une cinquantaine de dossiers à sa charge, ce qui fait que pour une gestion au cas par cas efficace, ça devient vraiment très très difficile. À chaque fois, ce sont les moyens humains et financiers qui nous manquent afin de mener à bien nos missions de garde et de réinsertion. Alors vous dites aussi que c'est un métier qui est dévalorisé, qu'on a une vision du maton, si vous me permettez l'expression, qui est souvent fausse en fait, et péjorative. Oui, tout à fait. Dans les médias, la plupart du temps, on recherche le sensationnalisme. À chaque fois que l'on parle de surveillants et de prison dans les médias, on a tout de suite des images de violence, de trafic, des images très très dévalorisantes de notre profession, alors que humainement elle est très riche et très diverse. On est souvent amené à faire face à des situations complètement différentes les unes des autres et vraiment au point de vue... Il faut véritablement un accompagnement psychologique, c'est ce que vous dites ? Tout à fait. On est à la fois le surveillant, le confident, le grand frère, vraiment plusieurs casquettes pour un seul et même métier. C'est très intéressant, mais il faut aussi nous donner moyen de travailler correctement dans ces conditions, effectivement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Un centre d'art contemporain en hommage à Olivier Debré. Le centre devrait être construit en haut de la rue Nationale, sur le site de l'école supérieure des Beaux-Arts de Tours. Ce centre exposera la production prolifique de l'artiste et accueillera aussi les œuvres du Centre de création contemporaine. Un investissement important dont le but est principalement de participer à la création d'un pôle culturel. Un sujet de Maxime Kemener. L'école des Beaux-Arts ira boulevard Preuilly, là où siégeait l'imprimerie MAM, pour laisser la place à ce nouveau centre d'art contemporain. Coût estimé de l'opération, 13 millions d'euros. Différents contributeurs se sont déjà engagés à participer au projet. La région a promis 4,8 millions d'euros, l'État 1,5 million et l'Europe abondera à hauteur de 600 000 euros. D'autres subventions devraient s'ajouter pour soutenir l'initiative et on estime qu'il en coûtera à la communauté d'agglomération entre 3,5 et 4,5 millions d'euros. C'est un investissement qui est pris en compte, en charge par la communauté d'agglomération. Hier au soir, le conseil communautaire, donc à l'unanimité, et j'en remercie mes collègues, donc a considéré que c'était une opération d'intérêt d'agglomération, vu son importance, puisqu'elle va apporter à l'agglomération tout entière. Avec l'installation du centre Olivier Debré, place Anatole France, un véritable pôle culturel va se mettre en place en plein centre-ville. La bibliothèque, la cathédrale, le musée du compagnonnage, le musée de l'hôtel Gouin et celui des Beaux-Arts formaient déjà un tissu assez dense. Mais avec ce centre, la ville s'offre aussi une ouverture sur l'art contemporain, peu visible à Tours. La création contemporaine, c'est quelque chose qui ne doit pas être ignoré, parce que de la même façon qu'on a un musée des Beaux-Arts qui présente des œuvres déjà bien établies, il faut aussi avoir un centre qui permette de montrer la création contemporaine. Ne pas passer à côté d'artistes importants et pour les donner à voir. Alors ça, c'est l'aspect culturel. C'est important aussi pour nous d'un point de vue touristique, puisqu'on souhaite... Démarche culturelle, ce projet a aussi une valeur touristique. Il s'inscrit dans le cadre de la rénovation du haut de la rue Nationale, projet qui prévoit la construction de 2 hôtels place Anatole France. Hier, la Commission nationale des secteurs sauvegardés a donné son accord pour leur construction. On ne sait pas encore à quoi ressemblera la place quand les travaux seront terminés. Les premiers éléments de réponse seront présentés le 11 juillet en séance du conseil municipal. Habitat et Humanisme, une association qui vient en aide aux personnes isolées et en grande difficulté sociale. L'association, qui a 25 ans, dispose au total de 21 logements et assure aussi un accompagnement pour chacun. On écoute Bernard Devers, fondateur de l'association. Et ça permet aussi à chacun de se dire, mais moi aussi je vaux quelque chose. C'est pas parce que je suis sans argent, c'est pas parce que je suis sans travail, c'est pas parce que je suis sans affection
jusque-là sans logement, que finalement je suis rien, quoi. Je vais vous laisser un mot qui m'a beaucoup marqué, qui a sans doute au sein de l'habitat humanisme nous a donné aussi cette énergie, enfin, de poursuivre. C'est justement un SDF un jour qui nous dit c'est pas grave de ne rien avoir. Ce qui est grave, c'est de ne compter pour rien. Eh bien, toute la passion précisément d'Habitat Humanisme, c'est de faire découvrir à chacun qu'il est quelqu'un, quoi. Propos recueillis par Julien Gauthier. Le SCT dépose le bilan, c'est bel et bien fini pour le club qui n'est pas parvenu à mettre en place un projet de budget équilibré pour la saison prochaine. Les dirigeants saint-cyriens souhaitaient établir un budget de 1,2 million d'euros. À Tours, les chorales du monde entier chantent à l'unisson. Cette année, c'est la 40e édition du Florilège vocal. La rencontre des chorales venant de 5 continents, 14 chœurs de 12 pays ont été sélectionnés, dont le Canada, le Japon et même l'Indonésie. 2 concours sont organisés, l'un est international et l'autre national. Anaïs Michaud a assisté aux répétitions de la chorale Ella Naveva de Chambray-les-Tours. Oui, il y en a qui sont sortis trop tôt, d'autres qui sont sortis trop tard. Répétez et répétez encore pour obtenir une synchronisation parfaite, une justesse bien sûr et une émotion à vous en faire des frissons. Le chœur mixte Ella Naveva ne pense plus qu'à cela. La chorale amateur de Chambray-les-Tours, réunissant 24 personnes, participe cette année au Florilège vocal. Une première depuis près de 25 ans pour une chorale de l'agglomération Tourangelle qui n'est pas peu fière d'être à l'affiche de la 40e édition de cette manifestation culturelle unique en France. Le Florilège vocal de Tours, c'est mythique. Et mes choristes, ils sont assez jeunes, ils ont une moyenne d'âge autour de 30 ans. Donc ils ont toujours connu le Florilège vocal. Pour eux, c'est vraiment un événement majeur de la vie tourangelle. Et donc quand on chante dans une chorale à Tours, pouvoir enfin participer à cet événement, je trouve que c'est pour eux c'est quelque chose de très important et qui leur fait vraiment plaisir. Au programme, un répertoire essentiellement composé de musique du XXe et XXIe siècle pour ces choristes qui se produisent dans le cadre des rencontres nationales. Mais d'autres nationalités sont également représentées au Florilège. En tout, 19 chœurs de 12 pays différents se succéderont pendant 3 jours, interprétant des mélodies de tout horizon, de quoi inspirer les chefs de chœur. Ça nous nourrit, nous chefs de chœur ou choristes, ce Florilège vocal. Pouvoir assister tous les ans, écouter ces chœurs, les chœurs du concours international sont vraiment de très haut niveau. Pour nous, c'est indispensable. On s'en passe plus. Un rendez-vous incontournable donc pour se laisser porter par les musiques de la Renaissance jusqu'à nos jours, ou plutôt par la musique, celle qui naît de l'union des voix vibrantes à l'unisson pour transmettre une émotion. Et ce week-end, pour vous détendre, vous aurez l'embarras du choix. Pour finir la semaine en beauté, découvrir les cépages de la région, lire ou relire les plus grandes œuvres de Balzac ou encore se rendre à divers concerts. C'est l'agenda du week-end. Et pour commencer cet agenda, tous à vélo. Samedi, on célèbre sa bicyclette en allant pique-niquer sur les bords de Loire. Vous pourrez donc déambuler dans les rues de Tours et même assister avec vos enfants au spectacle de la compagnie C'est quoi ce cirque donné à la Guinguette. Ce week-end, si le soleil n'est pas au rendez-vous, vous pourrez toujours lire au musée Balzac à Saché. Samedi après-midi, la maison d'écrivain vous accueille pour la lecture de La Grande Bretèche et du Père Goriot, deux pépites d'Honoré de Balzac. Et décidément, on célèbre le livre sous toutes ses formes. À Saint-Cyr-sur-Loire, le chapiteau des livres souffle ce samedi sa 3e bougie. À cette occasion, près de 200 auteurs et éditeurs iront à la rencontre de leurs lecteurs au parc de la Péraudière. Au programme, romans, essais et biographies, il y en aura pour tous les goûts. Musique à présent, avec la 10e édition du festival Les Musicales en Confluence dès dimanche, au centre d'animation de la Haye à Ballon-Miré. Les écoles de musique de la Confluence se rencontrent, dont celle de Saint-Avertin et Vouvray. Et à 14h30, le quatuor de basson du Conservatoire à rayonnement régional de Tours se produira. Tours fête les vins avec le festival Vitiloire ce week-end dans les jardins de la préfecture. Au total, 110 vignerons seront présents pour vous inviter à déguster leurs créations. Objectif, vous faire découvrir la richesse des vins de Loire. Si vous avez des idées, c'est le moment de vous lancer.
Pour la 15e année consécutive, la municipalité de Mont organise le Salon des jeunes inventeurs et créateurs. Vous aurez l'occasion de rencontrer des chercheurs, des entreprises et bien évidemment des inventeurs. Une rencontre destinée aux 11-25 ans à ne rater sous aucun prétexte. Et l'on termine cet agenda avec des roses, chères mesdemoiselles. Le Festival des Roses de Chédigny baptisera à cette occasion la Rose Jeanne de Chédigny dimanche après-midi au Jardin du Presbytère. Vous pourrez humer l'odeur de centaines de roses. Des peintres de rue et des musiciens accompagneront votre parcours. Passez tous un très bon week-end. Une sélection de Gaël Poulain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on retrouve Michel Godet, économiste optimiste, puisqu'il dit avoir confiance en l'avenir de la France. On en reparle dans un court instant.